m'appelle Peter Scholiers, je suis néerlandophone, j'ai un accent assez particulier parfois, mais je suis très heureux d'être là avec vous pour animer la première table ronde des 14e journées de François Rabelais. Il faut que j'annonce dès le début un petit changement, comme vous le voyez, dans le panel. Monsieur Dejeux ne peut pas être là. Apparemment, il vient d'avoir un accident. J'ai aucune information sur ce qui s'est passé, donc je suis tout à fait désolé. Mais heureusement, il y a une remplaçante. Là, sur le coup, Madame Minster a bien voulu prendre place dans le panel. Je suis tout à fait heureux qu'elle fasse ça. Donc, merci beaucoup pour ça, parce que c'est tout à fait important. Alors, voilà. On était 2 hommes, 2 femmes. Maintenant, là, il n'y a plus on a 3 femmes et un homme. Donc, c'est parfait. Donc, je vais prendre la parole pour 2-3 minutes. Puis ensuite, je vais prendre... je m'installerai au milieu pour modérer le débat. En premier lieu avec nos membres du panel. Et puis ensuite, évidemment, bien avec vous. Alors, laissez-moi lire reprendre quelques points qui, selon moi, sont tout de même importants pour introduire le thème, le regard du monde sur la cuisine européenne. Il faudrait mettre un point d'interrogation après chaque mot, peut-être pas le et du, mais quand même. Alors, je vais juste rappeler quelques données qui, selon moi, sont nécessaires pour avoir un bon débat. C'est 7 points. Je vais essayer de faire vite, hein. Alors, le premier point, le sentiment d'appartenance concernant la cuisine et l'identité éditoriale. Il y a une appartenance individuelle, une appartenance, merci, individuelle et collective qui se construit forcément par des démarcations d'ethnie, de religion, de langue, de provenance, d'âge, de lieu d'habitation, comme le quartier, la ville, la région, la nation et peut-être le continent, de ce qu'on va parler tout à l'heure. Il s'agit d'un processus actif d'identification d'un individu avec les normes et pratiques qui sont appliquées par le groupe ou par un groupe. Évidemment, ces normes et ces pratiques évoluent, ils ne sont pas fixes, cependant, elles sont quand même assez tenaces, donc ça veut dire qu'il y a une tension. Second point, dans ce contexte, l'alimentation joue un rôle principal. Il y a des psychologues, des sociopsychologues comme l'américain Paul Rosen qui dit que bien plus que la religion, la langue, l'ethnie, etc., ou les vêtements, ou les convictions politiques, ou n'importe quoi, c'est l'alimentation qui fait, qui construit au fait l'identité d'un groupe ou d'une personne. Dis-moi ce que tu manges, je dirai ce que tu es, est un dicton qui démontre très bien, ou bien les stéréotypes que nous avons tous en tête. Quelqu'un qui mange du roast beef, quelqu'un qui mange du riz, quelqu'un qui mange du curry, etc., des macaronis, ce sont tous des nationalités stéréotypées via l'alimentation. Le troisième point, évidemment cette hypothèse est très attractive pour les historiens. Quel rôle jouait la cuisine dans le passé, dans le processus de construction identitaire? Ça, c'est une question énorme et très difficile à y répondre. La première question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de quelle cuisine parle-t-on? C'est la cuisine d'une génération. Je ne sais pas dans quelle mesure vous visitez des McDo. Moi, je ne le fais jamais. Je l'ai fait avec mes petits-enfants. Donc là, c'est une question de génération, ou bien d'ethnie, de religion, de région, de la nation. Point d'intégration. Et quel est le rapport entre tous ces domaines à étudier? Quatrième point, historiens, sociologues, ethnologues, géographes, psychologues, etc. ont suggéré que, et là je viens au point de la table ronde, que l'identité nationale tient une position forte, même très très forte, qui absorberait, conditionnelle, des identités dites secondaires. Là, je mets tout ça entre guillemets, comme la région, la génération, le genre, etc.
Et cependant, cette identification avec la nation serait contestée de temps en temps. En historien, je me demande pourquoi, quand et dans quelles conditions. 5e point. Admettons que l'identification avec l'État-nation serait importante. Rentrons dans cette logique. Qu'en est-il de l'identification supranationale, donc au-dessus des frontières nationales? Est-ce que l'identification des gens vivant, par exemple, au Pays Basque du côté français ou du Pays Basque côté espagnol, est plus forte que l'identification avec le pays, la France ou le pays, l'Espagne? Interrogation. Qu'en est-il du sentiment d'appartenance avec des régions qui vont bien au-delà des nations? Et cette question nous mène directement au but de notre session, de la première table ronde. Est-ce qu'une cuisine européenne existerait? Et alors se posent des questions très simples. De quelle cuisine parle-t-on et de quelle Europe parle-t-on? Est-ce que c'est l'Europe de la communauté européenne ou est-ce que c'est une Europe plus large? Il faut en discuter tout à l'heure. 6e point, et j'ai presque terminé. Pour compliquer encore les choses, je retourne brièvement à la théorie de la construction de l'identité nationale. Plusieurs chercheurs ont démontré que la construction d'une identité se fait aussi, et peut-être surtout, avant toute chose, à travers le regard de l'autre. La ville de Tours, comme on vient de l'entendre, peut très bien se proclamer première ville gastronomique de France, sans aucun problème, mais si cette revendication n'est pas soutenue ailleurs, cette prétention ne vaut pas grand-chose. Ça, c'est un peu l'idée de regard de l'autre. Alors, en acceptant cette condition de la construction identitaire via le regard de l'autre, il est donc nécessaire, impératif, d'interroger ou de questionner le regard de l'autre sur l'identité alimentaire. Et ça, c'est évidemment le panel que nous avons ici. Si nous tous avons des idées claires et reçues au sujet des cuisines étrangères que nous classons spontanément, spontané, il faut questionner, c'est-à-dire la cuisine italienne est supérieure à la cuisine allemande, no offense. Je ne prends pas l'exemple de la cuisine française, qui est supérieure ou pas. Là, on fait une hiérarchie. Il est plus difficile encore de se tourner vers l'idée d'une identité supranationale, donc le continent, c'est-à-dire l'Europe, qui évidemment est le thème de notre table ronde. Voilà, j'ai terminé avec ces quelques mots. Alors, je suggère ça, Madame le ministère, vous ne savez pas encore, mais on avait préparé un petit peu cette table ronde en posant 3 questions ou 3 tours. Et la première question est de vous présenter vous-même, très brièvement, de 3 minutes, pourquoi vous êtes là. En second lieu, je vais poser des questions. Quelle serait l'influence réciproque, c'est-à-dire dans votre pays, d'un regard de l'autre sur l'Europe, mais également dans quelle mesure la cuisine dite européenne ou bien française, luxembourgeoise, belge, allemande, scandinave, rentre dans la cuisine de la Chine, du Maroc, de la Turquie. Et finalement, est-ce que la cuisine dans votre région, dans vos régions dites européennes, évidemment pour vous la question c'est un peu délicate, mais essayez de vous mettre au-dessous de cette problématique. Est-ce qu'une cuisine européenne existerait? Comme on vient de l'entendre, est-ce que c'est le fromage qui fait que l'Europe existe? Est-ce que c'est peut-être le vin / la bière ou le pain? Alors là, c'est des questions que je lance comme ça. Alors je donne d'abord la parole à mes invités, que je salue et que je remercie chaleureusement d'être là. C'est en effet des temps assez difficiles. Merci de m'avoir invité. Je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Yu Zhou, je suis originaire de Shanghai. J'ai effectué 5 ans d'études françaises dans une université à Shanghai.
Arrivé en France il y a une dizaine d'années, je suis tombé amoureux de la belle France, notamment de sa cuisine, et j'ai sillonné les différentes régions françaises et rencontré des grands chefs français pour réaliser mon petit livre La baguette et la fourchette, un récit sur les différences culturelles entre la France et la Chine à travers l'art culinaire. Donc, depuis la parution du livre, on me pose souvent une question, d'où vient cette idée? Donc je raconte souvent une petite anecdote. C'est un jour, un ami français, je préparais pour un ami français une tasse de Puy du Dragon, Longqing, un thé extrêmement délicat et précieux. Mon ami français me réclamait du lait et du sucre pour son thé, une association aberrante pour les Chinois. Il faut savoir qu'en Chine, même le meilleur thé au jasmin n'est pas considéré comme un grand cru parce que le parfum du jasmin perturbe celui du thé. Mais d'autre part, certains consommateurs chinois n'hésitaient pas, il y a quelques années, de rajouter du soda dans leur vin parce qu'ils jugeaient que le vin n'était pas assez sucré. Ils mélangeaient donc le Sprite avec le vin, et il s'agissait parfois des vins français assez chers, 100 € par exemple. Donc chaque fois quand je raconte ça à mes amis français, tout le monde crie au scandale. Donc le paradoxe de cette petite anecdote m'a donné l'idée d'écrire les différences culturelles entre les Français et les Chinois à travers la cuisine. Je pense que c'est le meilleur moyen, l'un des meilleurs moyens pour connaître la culture de l'autre, comme le disait un écrivain français du 19e siècle, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Même il s'agissait parfois des petits détails de la vie quotidienne, mais je pense que ce sont ces détails qui sont les plus révélateurs de la mentalité d'un peuple, comme par exemple, une autre petite anecdote, un ami français a voyagé en Chine il y a quelques années. Un jour, il se trouvait dans un petit village d'une campagne reculée, il cherchait un endroit pour manger. Comme personne ne parlait ni français ni anglais, et lui il parle pas un mot de chinois, et donc il a fait ce geste en espérant que les villageois le comprennent. Donc il a fait ça et personne ne le comprenait. Ensuite, il a essayé avec un autre geste, comme ça. Personne ne le comprenait davantage. C'est par la suite qu'il a appris qu'en Chine, il fallait faire de cette manière. C'est comme ça. Donc ces trois gestes correspondent en fait à trois manières de manger qu'on peut trouver dans le monde aujourd'hui, avec les doigts, avec le couteau et la fourchette, qui représentent respectivement 30% de la population, et avec les baguettes, d'où vient le titre de mon livre. Voilà une petite présentation de mon livre et de moi-même. Merci. Bonjour, je suis toujours très heureuse de venir ici, ce n'est pas la première fois. Je m'appelle Fatema Hall, j'ai écrit peut-être 14-15 livres. Le dernier, c'est le discours amoureux des épices, et les épices nous ramènent à l'Europe, puisque la noix de muscade a changé le cours de l'histoire. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est le lien fort qui reste à l'humanité, et par ces temps de guerre, par ces temps un peu troubles, le dernier lien fort qui reste, c'est effectivement la nourriture. Et donc l'Europe, pour moi, c'est très très important. Quand je voyage, j'essaye de voir qu'est-ce qui me lie aux autres. Et c'est ça qui m'intéresse. Ma mère, une fois, un petit déjeuner, a trouvé le blinis sur ma table. Et elle me dit, mais tu as raté le brir. Le brir, c'est ce qu'on appelle au Maroc, au Maghreb, le miltrou, qu'on trouve aussi au Liban. Et je me dis, mais et peut-être que effectivement cette technique, ce travail est arrivé par les Ottomans. Et c'est ça en fait qui m'intéresse. Quand on nous dit que le foie gras vient d'Égypte, effectivement, il vient d'Égypte, la dinde vient d'Amérique.
on se dit que si on n'avait pas de foie gras et pas de dinde, on n'aurait pas de Noël. Mais en même temps, qui a sublimé le foie gras? Moi, je ne connais aucun Égyptien qui fait encore le foie gras. Donc, ce qui m'intéresse, c'est peut-être pour changer le regard de l'autre. Celui qui vient d'ailleurs ne vient pas les mains vides. J'avais écrit un chapitre dans mon premier livre, Les saveurs et les gestes, les bagages de ma sœur, qui sont une comptine universelle. Donc personne ne part sans un bout de son goût. Si on ouvrait les bagages dans les aéroports, on trouve énormément de choses. Et c'est ça, c'est cette circulation-là qui m'intéresse. Jusqu'à maintenant, on nous a dit que les pâtes venaient... Tout ça, ça a un rapport avec l'Europe. Les pâtes venaient de Chine. Bon, les historiens japonais qui sont très sérieux remettent en cause même le voyage de Marco Polo en Chine. Et je viens de trouver, parce que je viens de terminer donc le discours amoureux des épices, je viens de découvrir un texte de Ibn Sina d'Avicenne qui nous décrit des pâtes coupées en lamelles, et comme il était médecin, il rajoute « elles ne sont pas digestes parce qu'il n'y a pas de levain ». Et donc, Avicenne, c'est 1200, en l'an 1200. Marco Polo, c'est dans le 17e. Donc voilà, c'est ces textes-là, et je vis entre les textes et la mémoire vivante. Les vieilles femmes au Maroc m'intéressent énormément. Et ce qui m'intéresse, c'est pas du tout d'où viennent, ça nous donne un chemin de recherche, et surtout, ça me rapproche aux autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette liberté de la nourriture qui dépasse tout et qui est si belle, qui trace et qui lie les gens les uns entre les autres. Et je suis très heureuse de regarder l'Europe différemment depuis que j'ai découvert que toute la puissance maritime et militaire de la Hollande s'est construite sur la noix de muscade. C'est absolument incroyable. La noix de muscade a changé le cours de l'histoire. Et tout à l'heure, si ça vous intéresse, je m'élargirai un petit peu. Mais maintenant, je laisse la parole à mes camarades. Mais, pardon, j'ai aussi un restaurant, en fait. Je cuisine aussi. C'est un petit détail, quand même. Merci. D'accord. Bonjour. Moi, ce n'est pas la première fois que je suis à Tours. Je suis heureuse d'être ici. Je suis historienne d'alimentation. Je travaille sur la cuisine ottomane, surtout de la période du 19e siècle. J'ai fait mes études de doctorat à Paris il y a des années. J'ai publié aussi mon doctorat, ma thèse, appelée La cuisine d'Istanbul au 19e siècle, par les presses universitaires de Rennes et François Rabelais. En ce moment, je vis à Istanbul. Je suis maître de conférence dans une université à Istanbul. Je donne des cours sur l'histoire de l'alimentation ottomane turque et aussi en général dans un département appelé gastronomie et art culinaire. Mes étudiants sont des chefs futurs, ils seront des chefs ou bien des restaurateurs. Je crois que la gastronomie se consiste de plusieurs thèmes, l'histoire de l'alimentation, la sociologie de l'alimentation, la pratique et la science. Je pense qu'il faut considérer ce sujet de ce point de vue. Et je pense que c'est bon. J'ai un intérêt dans la cuisine. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur la cuisine en tant qu'historienne. Maintenant, j'essaie de faire... parfois, c'est un peu difficile parce que essayer de faire apprendre aux étudiants qui seront des chefs l'importance de l'histoire, c'est un peu difficile, mais ils apprécient beaucoup et ils ont une curiosité d'apprendre sur le passé. Et je pense que ça va leur donner une source d'inspiration pour la création. Je vous remercie. Oui, merci. Alors pour moi, c'est rebonjour. J'aime le beurre. Et j'aime tout ce qui est fait au bon beurre. Et je me rappelle quand on parle,
la cuisine européenne se perçoit dans le monde, eh ben, en Amérique, ils disent toujours la cuisine française, c'est du beurre et encore du beurre. Et j'aime ça. Au fond, ce que j'ai fait, c'est que je prends des bonnes recettes françaises, un peu compliquées, et je les rends accessibles à tous ceux qui aiment faire la cuisine, les ménagères et les hommes. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'hommes qui aiment faire la cuisine. Et j'ai publié 17 livres avec beaucoup de très bonnes recettes dedans. Et je dis toujours, et si vous le faites comme ça, vous aurez beaucoup de compliments. Et si vous n'aurez pas de compliments, vous savez que vous n'avez plus besoin d'inviter ces gens-là. Parce que ça, on se donne... Vous savez, beaucoup de gens disent, quand on fait la cuisine, on se donne un mal fou pendant des heures et c'est mangé en un quart d'heure. Eh bien, c'est ça, la bonne cuisine. Parce que s'ils prennent beaucoup plus de temps pour manger, c'est probablement pas très bon. Et ils regardent où d'autres, ils pourraient le mettre que dans la bouche. Alors, mon dernier livre que j'ai fait, c'est enfin un livre que j'ai fait avec un professeur, un toxicologue et un docteur. Parce que j'ai trouvé que le chef ne se rend pas toujours, celui qui fait la cuisine, ne se rend pas toujours compte si c'est vraiment digeste, si c'est vraiment un bien-être, pour le bien-être de l'hôte ou de celui qu'on veut nourrir. Et ça, c'est pour moi très important. Parce que souvent, je dis, quand le palais est heureux, il ne faut pas que le ventre paye l'addition ou la facture. Oui, parce que si après un repas, on dit « Ah oui, c'était bon, très ici, très là », et finalement, on ne dort pas la nuit, on a des aigreurs d'estomac, on arrive le matin avec une tête comme ça, eh bien, c'était pas aussi bon qu'on a pensé. Et ça, c'est pour moi très important. Et comme ça, on a fait ce livre qui est très intéressant et dans lequel on parle beaucoup sur ce que les gens, ils savent digérer. Eh bien, ce qu'on sait digérer, c'est ce qu'on mange déjà depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, on parle de la cuisine du terroir et effectivement, c'est ça, ce qui pousse chez vous, dans votre climat. C'est qu'on a l'habitude, le corps a l'habitude de le digérer et il y en a déjà des... Aujourd'hui, on peut tout analyser, mais à l'époque, quand les gens sont morts, ah ben, c'était pas aussi bon que ça. Alors, il faudrait peut-être pas refaire ce plat, sauf avec une certaine, si on a envie de tuer quelqu'un. Mais, et le livre s'appelle Les carottes adorent le beurre. Parce que, aujourd'hui, nous devons tous faire attention à notre patrimoine alimentaire parce il est très en danger. Parce qu'il y en a qui disent il faut surtout pas manger de la graisse, le beurre c'est très nocif ou le sucre c'est très nocif. Eh bien, ce n'est pas vrai. Tout est bon pourvu qu'on le mange avec modération. Et il y en a qui savent mieux digérer le beurre que d'autres. Et pour beaucoup d'aliments, c'est comme ça. Mais pour moi, et finalement, dans ce livre, on parle beaucoup de choses aussi, des aliments amers, où beaucoup de gens disent « Ah non, c'est trop amer, je ne mange pas ça ». Eh bien, le bienfait des artichauts et des chicons, pour les Belges, est vraiment superbe. Et il faut... on a toujours adoré, ou le corps, il aime aussi l'amertume. Et ça apporte beaucoup pour notre santé. Alors, au fond, ce que je veux dire, c'est que quand on mange vraiment comme il faut, par exemple, les carottes avec le beurre, ça veut dire que les carottes en absence de graisse ne laissent pas leur vitamine A à l'humain. Alors, il vaut mieux savoir tout ça. Et dans le temps, les gens le savaient, probablement sans le savoir, seulement parce que c'était du vécu. Et ils ont moins réfléchi avec la tête, mais avec l'estomac. Le ventre décide ce qui est bon. Alors je dis toujours, quand il y a un plat on dit « Ah, c'est très bon, etc. » délicieux, excellent. Et ben, si 3 semaines après, on a une énorme envie de le remanger, ça veut dire qu'il était vraiment excellent. Et je laisse toujours juger mon estomac. Ma tête, elle est là pour raconter des belles histoires et mon ventre me fait vivre. Merci. Merci. Alors, je propose
Je propose d'entamer le regard du monde, et voici le monde, sur la cuisine européenne, en 2 étapes, comme je viens de le dire. La première étape, c'est de réfléchir, de parler sur la réciprocité, les échanges qui se sont opérés, pas bien aussi pour le Luxembourg évidemment, mais certainement pour la Turquie, le Maroc et la Chine. Dans quelle mesure le fromage suisse ou hollandais, les pâtes italiennes, le vin français apparaît dans les cuisines réciproques de vos pays, et quelle est leur importance d'un côté, de l'autre côté? Dans quelle mesure avez-vous l'idée que la cuisine chinoise du Maghreb, du Maroc, de l'Empire ottoman, Turquie, bon là c'est un petit problème pour le Luxembourg, contribue à une cuisine européenne? Donc ce serait mes premières questions à vous 4. Dans quelle mesure il y a cette réciprocité, cet échange d'idées, d'ingrédients, de recettes, etc. dans vos 4 pays? Alors je laisse la parole. Donc quand on parle de l'influence réciproque, je pense que peut-être il faudrait d'abord comparer le mode de diffusion de la cuisine, de la cuisine française ou occidentale en Chine, ou de la cuisine chinoise dans le monde entier. Donc la notoriété de la cuisine chinoise s'établit à travers des centaines et milliers de petits restaurants ou traiteurs chinois à travers le monde. Et tandis que ce qui est très différent par rapport au mode de transmission, de diffusion de la cuisine française en Chine, par exemple, parce que la plupart des Chinois n'ont jamais eu l'occasion d'aller manger dans un restaurant français. Et par contre, la cuisine française jouit d'une réputation sans égale parmi la population grâce à la puissance des médias français internationaux. C'est d'ailleurs comme les grands chefs français, il y a une cinquantaine de chefs, peut-être centaines de grands chefs français, souvent triple étoilés. Ils sont connus comme des monuments historiques en France, mais la plupart des Français n'ont jamais mangé dans ces restaurants. Mais tu parles à chaque fois de la cuisine française. Est-ce qu'il y aurait le même discours pour la cuisine italienne, par exemple, en Chine? Comment, pardon, j'ai pas... Est-ce qu'il y a le même discours pour la cuisine italienne en Chine? Tu pourrais... Donc, tu parles de la cuisine française, oui, c'est clair, mais est-ce qu'il y aurait le même discours pour la cuisine italienne, par exemple, en Chine? Le même, j'ai pas compris. Les mêmes idées, le même intérêt pour la cuisine italienne en Chine. Les Chinois s'intéressent aussi à la cuisine italienne. Je pense que pour la plupart des gens, les étrangers, ils font pas encore la distinction entre la cuisine française et italienne. Peut-être comme quand je marche dans la rue, peut-être les gens ils vont pas faire distinction entre moi, un Chinois, et un Japonais. Ils disent que sont des Asiatiques. Non, mais je pense que c'est un point important. Oui. Bon. Ensuite, vous parlez de l'influence, parce qu'il y a 2 semaines, j'étais à Shanghai, j'ai rencontré l'une des responsables du guide Michelin Chine, et elle m'a dit que, vous savez, au moment de la sortie de la première édition du guide Michelin en Chine, c'était au septembre 2016, ils téléphonaient aux heureux élus des restaurants à Shanghai pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais ce qu'ils étaient très étonnés, c'est que certains restaurants chinois leur avaient raccroché au nez, parce qu'ils pensaient que c'est encore une énième arnaque pour leur faire payer une somme d'argent pour être publiés. Et certains ne sont pas venus aux cérémonies de la remise du prix, mais le jour où le guide est sorti dans les médias, etc., ils ont vu que leur téléphone leur sonnait sans arrêt, et la salle a été remplie comme ça en quelques heures, et ils ont compris l'intérêt pour ces guides. Je pense que les guides internationaux, les guides comme Michelin ou d'autres, ils vont façonner d'une certaine manière
la manière de préparer les recettes, de penser la salle, etc. Je pense que la cuisine chinoise sera très influencée par ces guides, parce que leur standard vont devenir dans quelques années le standard, les critères de sélectionner des Chinois. Tu continues ? Oui. Au Maroc, je pense partout dans le monde d'ailleurs, on ne pense jamais à la cuisine européenne. D'abord la cuisine française. Et moi, quand j'ai reçu l'invitation, j'ai beaucoup ri, en fait, quand j'ai vu le regard du monde sur la cuisine européenne. Alors je me suis dit, est-ce que la cuisine européenne existe ? Bon, les cuisines d'Europe, oui. Et j'avais l'impression qu'enfin il y a une justice, parce que ça m'énervait tout le temps d'entendre, quand on parle de la cuisine marocaine, on dit la cuisine orientale. Et je me dis, mais ça veut dire quoi, la cuisine orientale? Est-ce que moi, dans un restaurant, je peux porter sur mes épaules le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient? Combien il y a de pays en Extrême-Orient? Combien de pays? Et je me suis dit, là, il commence aussi à faire la même confusion. Est-ce que la cuisine européenne existe? La cuisine, je parle. Mais les cuisines des pays européens, oui. Quel est notre regard à nous sur les cuisines européennes? C'est vrai que tout de suite, c'est toujours la cuisine française, la cuisine italienne, bien entendu. Et en fait, ça dépend des pays qui nous ont, allez, on va pas être méchants, pas envahis, disons, les pays qui sont restés chez nous parce qu'ils nous aimaient, et donc ils ont occupé nos territoires par amour. Alors donc, au Maroc, c'est plutôt la France. Le seul pays qui a colonisé, mais même durement, l'Angleterre, c'est le seul pays, c'est une énigme, qui n'a pas laissé sa cuisine. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas de cuisine anglaise, il y a une cuisine anglaise. Mais ils s'en foutaient, c'est pas leur... Donc quand j'étais au Brésil pour présenter la cuisine marocaine, ceux qui ont insisté à la présentation, ça, d'accord, on a parlé du Maroc, mais ceux qui sont venus en retard, pour eux, c'était la cuisine portugaise, parce que c'était les Portugais qui ont occupé le Brésil, en tout cas, c'est la langue portugaise, etc. Donc il y a toujours ce rapport historique. Maintenant, les choses changent. On a commencé, et vous l'avez dit si bien, parce que c'est le seul pays qui a des critiques gastronomiques. Lorsque maman, je lui ai dit qu'il y avait des gens qui étaient payés pour manger, elle était vraiment très amusée. Les guides, la presse, tout ça fait que on parle plus de la France. Elle a réussi à faire parler d'elle, mais pas simplement parce qu'il y a des guides gastronomiques, mais parce qu'il y a un vrai travail. La cuisine française, sa suprématie, c'est ses universités, ses facultés, ses livres, la codification. Et nous, on a tout copié pratiquement de la cuisine française. Et même quand on fait une cuisine italienne, alors l'Europe devient français. Donc en fait, la France devient, elle, un continent. Et il y a cette confusion. Mais en ce qui me concerne moi personnellement, et il y a d'autres camarades, ce qui nous intéresse maintenant, c'est effectivement d'aller découvrir cette autre Europe. Moi, Léa, j'étais chez elle et j'ai découvert sa cuisine et par bonheur. J'étais en Belgique, quelques camarades me disent mais il n'y a pas de cuisine belge. Comment ça, il n'y a pas de cuisine belge? J'ai non seulement mangé divinement bien, mais au niveau, par exemple, de Ville-ta-Mère, je prenais le train pour aller à la place des Sablons pour manger les pâtisseries de Ville-ta-Mère. Oui, le monde regarde d'abord la France et très souvent on copie le pire, on copie jamais le meilleur. Là où on est un peu perdu, c'est-à-dire qu'on cherche la cuisine française et on la trouve pas. Certains, là, il y a 3 jours, j'ai donné une conférence, on m'a dit, mais enfin Fatima, quand j'arrive en France, je ne trouve pas de cuisine française. Parce que la cuisine française est devenue la cuisine des chefs.
Et quand on cherche un cassoulet, il faut vraiment bien chercher. Donc il y a quand même aussi cet amour de la France où on veut trouver les racines de cette cuisine. Mais il y a tout le temps la confusion. L'Europe aussi nous regarde différemment. On a l'impression que nous, c'est une cuisine d'huile d'olive. Je suis désolée, mais on a toujours cuisiné le beurre. Le beurre clarifié vient de cette région. Donc à partir du moment... Qu'est-ce que c'est que l'alimentation? C'est d'utiliser les produits que nous avons. Donc il n'y a pas tellement... Il y a peut-être qu'en Italie, ils utilisent d'ailleurs moins de beurre que nous au Maroc. On a toujours utilisé, mais le beurre clarifié, ce que vous traduisez, hélas, par le beurre rance. C'est une très mauvaise traduction. Alors voilà, nous sommes fascinés par la France, par la cuisine française, jusqu'à faire des choses absolument risibles. C'est-à-dire que le petit paysan qui, lui, jusqu'à maintenant, dans des villages, continue à avoir ses légumes sans produits chimiques. Les voisins d'à côté qui sont bourgeoises, ils vont acheter des produits bio, c'est-à-dire les mêmes, 5 fois plus chers, parce que c'est marqué bio. Enfin, il y a tout un... On est tellement fasciné par la France qu'on va dans sa mode, dans cette mode, même quand on n'a pas les moyens de la suivre. Özge. D'accord, bon. En Turquie, l'histoire commence à l'époque ottomane. En Turquie, c'est difficile. Il y avait une idée de cuisine européenne. On l'appelait la cuisine alla franca. C'était une définition qu'on commence à découvrir à partir des années 1850. Surtout à Istanbul et aussi dans les endroits un peu urbains. Cette cuisine alla franca c'est un mot italien qui définit de style franc, ce n'est pas français mais européen. Ça représentait une façon de vie de style européen incluant la cuisine. À contraire de alla franca, il y avait aussi alla turca, ça veut dire de style turc. Deux types de cuisine, deux manières de manger à table qui s'apparaissent à partir des années 1850, représentaient deux mondes. Et on organisait des banquets et des repas, surtout quand on recevait des étrangers dans le palais ottoman, et on préparait des banquets de style européen. Et quand on consultait le menu, on voyait qu'il existait un type de métissage, d'un côté des plats ottomans, de l'autre côté des plats plutôt français. Parce que même si on a parlé d'une cuisine de style européen, quand on consulte tous les livres de cuisine, des menus des restaurants, des menus des banquets à l'époque ottomane et même à l'époque républicaine, ça veut dire après les années 1920, 1930, 40, 50, on voit que cette cuisine de style européen est plutôt française. Et ce n'est pas très étonnant parce que c'est vrai que depuis le 19e siècle, la cuisine française un peu dictait les règles de la gastronomie. Et il y a une chose un peu intéressante en Turquie, mais je parle surtout des centres urbains. Je ne parle pas de l'Anatolie, des régions rurales. On voit un type de métissage entre la cuisine traditionnelle turque ottomane, un peu la cuisine de l'origine française, disons européenne, et à la fois on voit l'apparition des nouveaux plats qui représentent les deux types de cuisine, et aussi on voit dans le livre de cuisine l'existence des plats européens, français, parfois italiens, et aussi des plats ottomans. Il ne faut pas dire que la cuisine traditionnelle ottomane et turque, on l'a oubliée. Ça existe très fortement, mais dans la longue durée, il y a des plats, quelques plats, ou bien quelques techniques culinaires comme les sauces, la garniture, les mayonnaises, les éclairs, les profiteroles, qui ont devenu très turcs et nous mangeons. Mais quand on demande à quelqu'un dans les rues, est-ce que vous savez que l'origine de la sauce, c'est français? Probablement, il ne sait pas, ou bien il a mangé les profiteroles. Et de l'autre côté, il faut penser
l'Europe, mais si on parle de l'Europe d'Est, dans le passé, ça fait partie de l'Empire ottoman. Et la cuisine grecque, la cuisine de Bulgarie, la cuisine de l'ex-Yougoslavie ont beaucoup de points communs avec la cuisine turque ottomane. Alors, comment on va définir la cuisine européenne? Si moussaka est européen, pourquoi moussaka existe aussi en Turquie, mais pas seulement en Turquie, dans le Moyen-Orient. Donc, c'est un peu difficile de faire la définition. Et quand cette cuisine de style européen est devenue la cuisine internationale dans les années 1950-60, quand le tourisme pénètre en Turquie, avec les grands hôtels de 4 étoiles, 5 étoiles, cette cuisine internationale est devenue beaucoup plus représente beaucoup plus mondialisation. Par exemple, il y a César salad ou des choses comme ça, commun. Et après cette cuisine internationale, aujourd'hui, je pense, depuis les années 2000, est devenue les cuisines du monde. Et comme partout, en Turquie aussi, on apprécie beaucoup la cuisine italienne. Surtout, il y a des restaurants qui se définissent eux-mêmes pour offrir la cuisine italienne. Et voilà. C'est un résumé. Oui. Professeur, avant vous avez toujours dit pour Luxembourg c'est plus difficile. Et vous parce que nous on n'a pas de vraie cuisine luxembourgeoise, c'est que vous dites. Nous, la cuisine luxembourgeoise, c'est celle qui ressemble beaucoup à la cuisine française de la Lorraine et de l'Alsace. Sauf l'Alsace, elle a encore le foie gras. Mais nous, on l'achète chez vous. Alors, ce qui est bien avec le Luxembourg, c'est que c'est un tout petit pays qui a changé plusieurs fois de régime. Et de tout, on était près des Espagnols, alors on était Hollandais, après Allemands, Français. On n'était jamais Chinois, mais il y avait de tout. Et ce qu'on a appris très rapidement, comme on est un pays qui est tout petit, mais qui a 3 grandes frontières, on se prend le meilleur chez les voisins. Alors, notre fromage, vous avez parlé de fromage, que les Européens, ils ont tous un fromage. Et bien, chez nous, le fromage, c'est la concoyote. On l'appelle le carcase. Oui. Et celui qui l'aime et qui aime le manger, il reçoit plus rapidement le passeport luxembourgeois que les autres. Oui, parce qu'il faut l'aimer. Autrement, on le déteste. Il n'y a pas des gens qui disent « oui, je mange aussi la concoyote ». Ça n'existe pas. C'est oui ou non. Alors, on a encore quelque chose de très, très bon, outre le beurre, parce qu'on a du beurre excellent. J'adore le beurre luxembourgeois. Il s'appelle d'ailleurs la rose. Et on a encore des très bonnes pommes de terre. Et j'aime vraiment la pomme de terre et le beurre. Quand la pomme de terre, elle est bonne, bien cuite, c'est-à-dire il faut la cuire lentement et il ne faut pas la brusquer. Il faut lui donner le temps de devenir bien cuite. Et là-dessus, vous mettez toute fraîchement cuite, avec la première chaleur. Vous mettez là-dessus un peu de notre beurre. Vous pensez que vous êtes vraiment dans le ciel, un peu de sel marin, de Guérande, comme ça. Ou si on n'a pas de sel, on peut mettre du caviar. C'est délicieux. Et on ne manque de rien. On ne pense même, quand vous avalez ça, vous pensez à rien d'autre. Et ça vous est égal si ça vient de l'Europe ou de Russie ou non, pour le caviar, oui. Mais la pomme de terre, elle est extraordinaire. Et j'en suis très, très, très heureuse. Pourquoi on parle toujours de la cuisine française et européenne, etc. Parce que je pense que c'est... Non, je suis même sûre que la cuisine française était la première qui a été écrite. La cuisine italienne, c'est une cuisine de maman, c'est une cuisine de ménagère. Et chaque ménage a fait la cuisine à sa façon. Par exemple, si vous allez au nord, où je pense ils font plus au beurre, ils disent la cuisine à l'huile d'olive est immangeable. Et en bas, ils disent la cuisine au beurre, elle est immangeable. Et la guerre entre l'Italie du nord et du sud a vraiment rendu la cuisine italienne très intéressante pour le reste du monde. Parce qu'il n'y a pas de pays au monde où il n'y a pas un restaurant chinois et un restaurant italien. Un restaurant français, c'est plus compliqué, mais chinois et italien, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a aussi un côté économique. La cuisine italienne, quand on a vraiment
le don de faire la bonne cuisine, on peut faire des miracles avec de la farine. Et on n'a pas besoin ni de foie gras, ni de caviar, ni de homard, ni rien. Et un peu la même chose avec la cuisine chinoise. Si on est vraiment doué, on peut faire des miracles avec des légumes coupés finement comme nulle part ailleurs. Et ça vous donne tout le plaisir. Et moi, j'aime cette cuisine européenne parce qu'elle nous tient ensemble. Au début de 1900, les Luxembourgeois, parce qu'il n'y avait pas assez de travail au Luxembourg, beaucoup de jeunes Luxembourgeois sont allés à Paris et ils y travaillaient souvent dans les métiers de bouche et les métiers de la mode. Et après, ils sont revenus au Luxembourg et c'est pour ça que chez nous, on sait bien manger et on sait qu'on sait bon. Nous, on n'a peut-être pas vraiment une grande cuisine à nous-mêmes, mais on sait ce qui est bon dans toute l'Europe. On sait ce qu'on va chercher en France. On sait. Mais moi, j'avais 13 ans, je suis allée à l'Allemagne de l'Est et j'avais peur parce que j'avais tellement l'habitude de bien manger et j'avais vraiment peur que je pourrais mourir sans le bon manger. Et mon père me disait, écoute ma chérie, si tu veux aller en Allemagne de l'Est, mange toujours du rôti avec les knödel qu'ils font. Tu mangeras toujours très bien. Parce que ça, ils savent faire mieux là-bas que nulle part ailleurs au monde. Et il avait raison. Moi, j'ai toujours bien mangé. Les professeurs qui voulaient manger autre chose, c'était toujours très mauvais. Mais moi, j'étais la plus heureuse que j'avais toujours mon rôti avec les knödel et c'était toujours excellent. Et comme ça, dans tous les pays de l'Europe, il y a quelque chose qu'ils maîtrisent. Par exemple, la Belgique. Moi, j'adore les chicons. Les Belges, et j'aime les frites. D'ailleurs, c'était Joël Robuchon qui a dit « tout le monde aime les frites », et celui qui dit qu'il ne les aime pas, il ment. Et le problème avec les frites, c'est que quand on va en Belgique, on s'attend à des frites magiques, et quand les frites sont mauvaises en Belgique, eh ben, c'est la catastrophe. Et je pense aussi, c'est peut-être un mythe, je ne sais pas, mais vous, les Belges, vous faites les meilleures frites au monde. Et c'est la vérité. Oui. Et moi, je leur fais encore de la bonne mayonnaise avec, parce que j'étais à la télévision allemande, et là, quand il y a un chef comme ça qui vient, il pense toujours, ah, maintenant, elle va nous révéler quelque chose qu'on n'a pas su jusque-là. Et puis, j'adore faire la mayonnaise, parce que je trouve ça si joli quand on a 3 éléments liquides, et quand on remue un peu dedans, ça devient solide. Et c'est vraiment... ça vous donne le bonheur parce que vous vous prenez pour quelqu'un qui a vraiment une grande réussite. Et si on est déprimé, il faut se faire une mayonnaise. Parce que si elle tient, oui, si elle réussit, vous trouvez que vous n'êtes pas si mauvais que ça et que la vie a encore beaucoup de très beaux côtés. Les Français savent la blanchir, ils savent que quand tu mets un peu de vinaigre dedans, elle devient plus blanche, un peu plus liquide et encore un peu plus gourmande. Et la mayonnaise m'a déjà souvent sauvée. Elle m'a aussi rendue vraiment connue en Allemagne parce qu'on avait fait frites mayonnaise et on avait un succès foudroyant. Et ce que je veux dire par là, c'est que pas toujours les produits ou les plats doivent être les plus compliqués, mais l'excellence peut aussi être dans le simple. Quand le simple il est vraiment bien fait, eh ben, c'est un bonheur. Et je trouve qu'en Europe, on ne doit surtout pas oublier cette culture et ce bonheur, de pouvoir produire ce bonheur avec les choses simples et bonnes, parce qu'on les gère en Europe. Et comment dirais-je, c'est un peu dramatique aujourd'hui, on a tellement de produits industriels, et on dit la mayonnaise, parce que tout le monde dit, ah, la mayonnaise c'est un peu banal. Ah oui? Et tu sais la faire? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a de si banal si tu ne sais même pas la faire? Parce qu'ils savent tous ouvrir là un pot acheté, mais c'est tellement plus simple. Je dis, elle est plus rapidement faite que d'aller la chercher à la station d'essence. Parce qu'aujourd'hui, on va chercher les aliments souvent dans les stations d'essence. Il ne faut pas oublier, hein? Les baguettes. La seule baguette, dans beaucoup d'endroits, tu l'achètes à la station d'essence. C'est un peu dramatique, non? C'est trop dramatique, mais on va laisser cette question pour un instant. On va peut-être la reprendre parce qu'il faut terminer le premier tour. D'accord. J'ai terminé. Oh là là. No offense. C'est pour terminer le premier tour parce que bon, c'était le premier tour, vous faites une sorte d'introduction pour
vraiment arriver au cœur de la question, au fait, on a déjà répondu d'une manière ou d'une autre. Non, il n'y a pas une seule cuisine européenne. Alors, je vais un peu lancer... D'abord, je vais pas discuter le fait que l'Europe égale la France. Je suis pas d'accord, mais peut-être qu'on pourra discuter de la cuisine française ici ou tout à l'heure ou demain. Parce que la cuisine française, au fait, c'est comme une éponge qui absorbe les influences de partout. Tu viens de mentionner le couscous. Je me rappelle d'une fête du Parti communiste en France il y a longtemps, monsieur, dame, où on a servi les frites et les merguez. Hein, pour être populaire. Bon, donc on laisse tomber pour un instant cette cuisine française pour arriver à entamer ou approfondir peut-être le second tour pour prendre environ un petit quart d'heure pour laisser la parole à la salle. Hein. Et le second tour, j'avais réfléchi longuement pour pouvoir poser des questions pour arriver quand même à une sorte de réponse qui va au-delà des sentiments que nous avons, mais qui est un peu bon. Dans quelle mesure une cuisine européenne, et pas des cuisines européennes comme tu viens de le dire, existerait dans le monde? Et je donne un exemple. Il y a des touristes américains, il y avait des touristes américains de l'Amérique du Nord qui visitaient l'Europe en une semaine. Et ils goûtaient la cuisine européenne, donc pas la cuisine française ou italienne, etc. C'était la cuisine européenne, et pour eux, c'était un label de bonne qualité. Donc la cuisine européenne, c'est la bonne bouffe, c'est bien manger. Ils ne faisaient pas la distinction entre le nord, l'est. Donc pour eux, la cuisine européenne est une réalité, pour eux. Alors là, je vous pose à vous quatre la question. Si on va au-delà des cuisines européennes au pluriel, comme tu viens de le dire, est-ce qu'au fait, pas pour nous, les spécialistes, mais au-delà des spécialistes, est-ce que quand même il y a quelque chose qui réunit, qui définit une cuisine européenne à base d'ingrédients, d'une façon de faire, d'un repas, d'un ordre de repas qui est typique pour toute l'Europe? Et je recommence. Pour moi, le produit, enfin, en tout cas, le monde est divisé en deux. Il y a la civilisation du riz et la civilisation du blé. Donc, ce qui nous réunit en Europe, en Méditerranée, c'est le pain. C'est d'abord et les pâtes. La manière de faire les pâtes et de faire le pain, c'est d'une richesse absolument extraordinaire. C'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'on trouve beaucoup de variétés de pain uniquement en France, mais on le trouve ailleurs. Je n'ai pas dit en fait qu'il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas la cuisine européenne. Il y a les cuisines de pays européens. C'est-à-dire que chaque pays a sa propre cuisine. C'est juste pour ne pas réduire les richesses des autres pays européens. Certains, on les connaît, d'autres, on ne connaît pas. Mais le monde change. Et pendant longtemps, mais moi, vous parliez tout à l'heure des merguez, je me disais, mais les merguez, c'est pas marocain, c'est pas maghrébin, ça vient des saucisses, sauf que en cherchant et en travaillant sur les documents du 11-12e siècle, non seulement il y avait les merguez, et le nom est arabe, al-merqaz. Maintenant, ce qui est en train de bouger, par exemple, dans les cuisines françaises, on trouve de plus en plus, il y a un aller-retour. On trouve de plus en plus la manière de cuisiner le tagine. Et le couscous qui est en train d'envahir le monde, ce qui est tout à fait normal. La question est, pourquoi maintenant seulement? Parce que le couscous, c'est quoi? C'est la pâte la plus fine au monde. Mais comme quoi tout est lié à la politique, tout est lié à notre histoire, tout est lié aussi à la culture. Quand on dit cette cuisine sent fort ou elle sent mauvais, c'est très culturel, parce que la cuisine française, excusez-moi, mais elle sent très fort, et pour certains, elle peut
être senti comme mauvais. Les fromages que nous aimons, maman, la première fois, elle est venue chez moi, elle a senti le fromage qui était dans le frigidaire, c'était très fort, elle a tout jeté et bien lavé le frigidaire. Elle pensait que je n'avais pas du tout fait attention aux produits qui étaient dans mon... Donc c'est une question culturelle. Le couscous, quand j'étais aux États-Unis, j'étais enfin, en tout cas à New York, vers la 67e, chez un traiteur très chic, Citarella, pour ceux qui connaissent New York, et je vois French couscous, le couscous français. Et sincèrement, moi je suis aussi française, mais en même temps, d'un seul coup, je dis, ah ben non, le couscous n'est pas français. Comme quoi, peut-être dans 100 ans, 200 ans, le couscous deviendra français. Oui, bien sûr, la France est une éponge, mais quelle belle éponge! C'est une très très belle éponge. À l'inverse, on a un plat qu'on appelle l'oubiel grini. Et je n'ai jamais compris d'où vient ce mot, le grini. Et finalement, grini, c'est à égrener. Donc, très souvent, je cherche les traces de la cuisine ottomane. Parce qu'au Maroc aussi, on dit, ah non, les Ottomans, la cuisine ottomane, elle s'est arrêtée en Algérie. Vous savez, comme pour le Tchernobyl. Non, la cuisine, les Ottomans, enfin, en tout cas, le kebab, le zalouk, les bréouettes, etc. Ça, c'est très beau. Je crois que ce qui nous intéresse, nous, dans la recherche, c'est pas tellement de dire nous sommes les plus beaux, les plus forts, c'est de dire comment on a reçu certaines choses et comment on les a transformées. Pour la Chine, d'ailleurs, ça m'a étonné quand j'étais en Thaïlande, j'étais à Bangkok, il y a un très 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 grand marché où il y a beaucoup de Chinois, énormément de Chinois, et ils étaient en train de faire la pâte tapée, parce qu'il y a aussi une partie en Chine qui utilise le blé. Et c'est exactement le même geste que fait ma dada, qui est assise par terre. Et cette chinoise qui est assise... D'ailleurs, je vous invite tous, à ceux qui l'ont pas vu, le sucré-salé, pardon, le film Le sucré-salé, qui est sublime. Il donne une idée de la richesse de la cuisine chinoise, mais c'est absolument divin. Et on a ce geste de cette pâte, et là je me dis peut-être que cette technique vient de Chine. Ce qui m'intéresse, c'est préserver les techniques ancestrales, c'est d'aller dans cette Europe et voir ces techniques, ces parfums, ces saveurs. Maintenant, bon, je suis complètement dingue avec les épices que je fais parler, et ce qui m'intéresse, c'est dans l'Europe, finalement, où il y a eu des guerres, ça a été monstrueux pour une noix de muscade, mais qu'on ne trouve pas du tout, et pourquoi? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Mais à chaque fois, je rends hommage à la France pour les écoles parce que j'ai une idée derrière la tête et parce que j'aime toujours, quand j'interviens ou quand je rencontre quelqu'un, je veux que ça soit utile. Et j'aimerais que la France nous aide pour qu'on ait une cuisine, une école des cuisines méditerranéennes. Parce que, excusez-moi, même quand on parle de l'Italie, tout le monde a l'impression de connaître la cuisine italienne. J'ai vécu avec un Italien 4 ans, j'ai eu la chance de connaître une grande passionnée de la cuisine italienne, et il y a énormément de plats que nous connaissons pas d'Italie. On sait, certains le savent, d'autres pas. Vous avez parlé de la baguette et de la fourchette. On sait pertinemment que la fourchette, en tout cas 3 dents, est venue d'Italie, mais dedans de l'Empire ottoman. Voilà ce qui... On a tout le temps quelque chose qui nous lie, et c'est ça qui est important. Moi, quand je vous regarde, j'ai envie de discuter avec chacun, de voir comment il cuisine, pour nous rapprocher, parce que à quoi bon de se sentir supérieur? Ça ne sert strictement à rien, ça ne fait pas avancer la science. Ce qui fait avancer le monde, c'est beaucoup un mot que Léa aime dire, c'est l'amour. Donc, est-ce qu'il y a une cuisine européenne? Je me rappelle que j'ai rencontré un grand chef, Guy Savoie. Donc, il m'a parlé de la cuisine française et il m'a dit que la France, c'est composé d'un multiple de petits pays où à chaque région, chaque endroit, il y a ses spécialités. Donc, même pour la cuisine française, il n'y a pas qu'une seule cuisine
française, comme d'ailleurs, comme en Chine, on distingue en général 8, 10 ou 12 cuisines régionales, comme la cuisine de Pékin, dont beaucoup de recettes étaient issues de la cuisine de la cour impériale, et puis la cuisine de Sichuan est connue pour ses spécialités très, comment dire, relevées, comme le poivre de Sichuan, et puis la cuisine cantonaise c'est plutôt plus, comment dire, moins relevé. Donc là, c'est difficile de parler de la cuisine européenne, je pense. Ok. Je pense que quand même il existe une image d'une cuisine européenne, surtout quand on a un repas dans un restaurant, pour un Turc par exemple, parce que l'ordre des mets, et aussi on commence par l'entrée, la soupe, on finit avec le dessert, souvent le vin accompagne. C'est une tradition qui existe en France, en Italie, en Suède. Donc, pour les Turcs, disons, et on peut penser d'une image comme ça, mais bien sûr, il existe beaucoup de différences concernant les plats, les goûts, les mets d'un pays à l'autre. Bien sûr, ce n'est pas la même, mais il y a aussi des choses communes. Et je pense que si on veut imaginer une idée d'une cuisine européenne, on doit penser à la façon de servir le repas, l'ordre des baies, aussi ensemble de cette expérience à table pour le dîner. Et même si je pense qu'il faut essayer de comprendre aussi l'influence de la cuisine française sur le domaine de la professionnalisation dans le monde. Moi, je travaille dans une école des cuisiniers et nous sommes en partenariat avec le Cordon Bleu, par exemple. Mais je sais que partout dans le monde, si on a envie d'avoir une formation culinaire professionnelle aux États-Unis, à l'Europe, au Japon, toutes les bases des techniques culinaires et la lexique, le vocabulaire, s'inspire de cette cuisine française qui créait, qui dictait un peu la professionnalisation. Bien sûr, les choses changent. Et il y a toujours une interaction culturelle entre les différents pays. Même, on doit penser à l'influence de la cuisine turque ottomane sur la cuisine française. Avant de venir ici, j'ai consulté le livre d'Escoffier pour voir quels sont les plats turcs qui existent. J'ai vu le riz pilav, les feuilles de vigne farcies, qu'on préparait avec le foie gras, que je suis très surprise. J'ai aussi des kebabs, des lokoums, le café turc, par exemple, maintenant, partout. Donc, je pense que c'est vraiment difficile de définir une seule cuisine européenne. Bien sûr, on va parler des cuisines européennes, mais quand on parle de ça, il faut penser l'Europe d'une manière assez grande. Comme j'ai dit de l'avance, si on accepte la cuisine grecque européenne, qu'est-ce qu'on va faire aussi la cuisine turque? Nous ne sommes pas partie de l'Union européenne, je sais, mais aussi on peut essayer de comprendre et créer, si on veut créer quelque chose comme une idée d'une cuisine Europe, d'une seule cuisine, l'idée, le savoir-vivre, l'expérience, l'ordre des mets, peuvent se considérer comme des traits qui unifient différents pays européens. Voilà, je pense que j'ai résumé. Merci. Vous pouvez m'interrompre de nouveau, d'accord? Parce que je m'oublie dès que je parle des bonnes choses. Alors, la cuisine européenne, pour moi, c'est la richesse, c'est la diversité et c'est la qualité. Et je pense qu'elle est perçue comme ça dans le monde entier. On ne parle pas de plats spécifiques, mais quand c'est européen, on sait que ça répond à une certaine
certaines qualités, aussi la façon d'être faite. Et la cuisine française, comme j'ai dit avant, c'est la première qui a été écrite avec au gramme exact. Et c'est pour ça que, comme vous avez dit si bien, avec le vocabulaire culinaire, il est français. Et c'est comme ça. Maintenant, ce que je dois dire pour la cuisine ottomane, tous les pays européens vous remercient pour la pâtisserie. C'est de chez vous que vient la bonne pâtisserie. Ouais. Les Turcs, ils ont amené la bonne pâtisserie en Europe. C'est pour ça que je les ai toujours aimés et adorés, parce qu'au Luxembourg, on fait le bamkour et il vient directement de chez vous et c'est délicieux. Et l'Europe, c'est beaucoup de pays et c'est beaucoup de cuisines différentes, comme vous avez bien dit, et c'est justement ça. La cuisine européenne, c'est la richesse et c'est la diversité et c'est la qualité. Moi, je voudrais juste dire un mot pour revenir à l'école, ce serait tellement intéressant. Simplement, moi, je ne suis pas passéiste, mais si on peut juste préserver l'histoire de ces cuisines européennes, pour chaque pays, parce qu'on n'a pas ces écoles-là, on a des écoles qui enseignent la cuisine internationale ou la cuisine française. Mais on a très peu vraiment d'écoles qui enseignent les cuisines des pays méditerranéens ou des pays européens. Quant au Maghreb, c'est exactement la même chose. Et le jour, ça nous permet d'avancer sans confusion. Et ça nous permet, pour les chercheurs en tout cas et les écrivains, de suivre l'histoire différemment. Si on peut simplement codifier, comme on a fait pour la cuisine française, les autres cuisines, je serai la femme la plus heureuse au monde. On va le faire. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques minutes, je pense même un quart d'heure, pour prendre des questions de la salle. S'il y a des questions, des commentaires, des observations, je vous en prie, allez-y. Bonjour, donc Guten Morgen, je suis la présidente de l'association Touraine Luxembourg qui a 12 ans, fondatrice, et je suis très enchantée de voir qu'une luxembourgeoise préside les 14e rencontres de ce colloque, puisque l'objet de l'association c'était le rapprochement de deux universités où j'ai préparé mes recherches en tant qu'historienne, entre l'université de Tours, de Metz, de Luxembourg et de Toulouse. Alors, par rapport à ce que vous avez abordé, vous avez oublié l'histoire de la cuisine juive et berbère. Moi, je fais tout un travail de recherche là-dessus, puisque de nombreux juifs luxembourgeois ont disparu et que je suis une rescapée. Et que je fais le devoir de mieux faire connaître cette cuisine, puisque la cuisine juive et berbère remonte à plus de 5000 ans, qu'elle a beaucoup influencé notre culture et qu'elle est très peu connue, d'où l'intérêt de créer une coopérative Franche-Journal Luxembourg à Tours pour valoriser toutes ces cuisines et tout ce patrimoine. Merci. Merci. Là, il y a deux questions. Oui, bonjour. Je ne sais pas si c'était moi. Je suis à votre gauche. Excusez-moi, vous êtes où? À votre gauche. Merci. Voilà. Bonjour. Moi, je suis journaliste pour un journal en ligne qui parle d'écologie et qui s'appelle Reporter, REPORTE2RE. Je vais plutôt en reportage chez les agriculteurs d'habitude. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir, vous avez parlé des guides et de l'impact des guides ou même des sites internet tels que TripAdvisor ou les choses comme ça, ou le Lonely Planet, peut-être pas seulement le guide Michelin, sur les cuisines de tous les pays, en fait, enfin de tous les pays en tout cas où ils sont utilisés. Et donc, est-ce que vous craignez qu'il y ait un peu une uniformisation justement des goûts ou des méthodes culinaires, etc., liées à cette internationalisation des guides? Merci.
Oui, je pense que bien sûr, non seulement les guides, même tout à l'heure on a parlé de la diversité des cuisines européennes, mais je pense qu'il y a tout de même une uniformisation des goûts des individus. Comme j'ai rencontré un producteur de vin à Sancerre il y a 2 ans, il m'a dit que je lui posais une question, le goût du vin de son grand-père, arrière-grand-père, est-ce qu'il y a une différence par rapport au vin produit aujourd'hui? Il dit que le goût du vin à l'époque était beaucoup plus dur, beaucoup plus âpre, mais aujourd'hui ça devient plus doux parce que les jeunes consomment beaucoup de soda et donc ils préfèrent ce goût doux. Et donc, pour la cuisine, pour le guide international, il y a forcément cette tendance parce que leur guide, pour des intérêts économiques, ils voudraient que ça se produise à grande échelle pour minimiser le coût de production. Et donc, et voilà, c'est l'industrialisation, la globalisation du goût des consommateurs. Mais en même temps, il y a aussi quand même la redécouverte du terroir, donc de la région qui produit des goûts bio ou pas, ça dépend, comme tu viens de le dire, mais il y a cet intérêt pour le local quand même, non? Depuis 10 ans à peu près. C'est une confrontation entre le goût international globalisé et le terroir de l'autre côté. Mais le terroir, peut-être, ils n'ont pas cette puissance médiatique, cette puissance industrielle. Donc, c'est comme en France, c'est difficile de résister aux grands finos. D'accord. Bonjour, je suis une chinoise. Je m'appelle Chen Yansha. Avant, je fais 5 ans de cuisinier chinois à Rennes. Donc, c'est pour ça, moi, avec ces questions-là, je pense le guide, on va avoir 2 façons. Une façon, c'est vraiment en Chine ou international. C'est vraiment un critère pour tout le monde. Mais aussi, je reviens aussi ces guides-là parce que mon question de débat, mon question que je veux exposer, ça revient ces guides-là. Parce qu'en Chine, si on a parlé de cuisine, on connaissait pas la cuisine française, mais on connaissait la cuisine européenne. On appelle cuisine européenne, mais depuis 17 ans, je vis ici. Donc du coup, je suis pas d'accord en disant que c'est la cuisine européenne, parce que je connaissais pas la cuisine européenne. Je connais la cuisine française. Donc du coup, quand je suis rentrée en Chine, je défends la cuisine française. Mais en même temps, parce que ça fait 5 ans, je fais mon restaurant à Rennes. Aussi, je me suis très intéressée par la cuisine française. Donc je cherchais l'histoire, je cherchais comment ça se fait, je cherchais tout ça. Mais moi, maintenant, je suis très, très, très touchée. Parce que la première chose, il y a 1 mois, j'ai découvert l'université Tours. C'est pas que j'ai découvert l'université Tours, j'ai découvert l'Institut allemand de l'histoire. Je me suis dit, comment ça se fait? Il y a un institut qui cherchait l'alimentation, l'histoire, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc du coup, c'est pour ça que je suis venue ici. Mais aussi, à travers ces découvertes-là, je me suis dit, mais aussi, comment on parle à l'occasion avec tous les chercheurs, avec tous les scientifiques, avec tout le monde, qu'on a parlé de cuisine dans l'amphithéâtre. La cuisine pour nous, c'est la cuisine de maman, c'est dans la cuisine, les hommes ils vont pas rentrer. Donc tout ça, je me suis dit, mais comment ça se fait? Mais c'est avec ces recherches, avec tous ces réfléchis-là, je me suis dit, la cuisine française, ça mérite pour être la meilleure cuisine du monde. Parce que, aussi, vous, d'abord, vous avez le centre de formation, autant de centres de formation pour former le base de cuisinier. Aussi, heureusement, vous avez le guide. Vous avez le guide pour aussi valoriser le cuisinier. Avec ces cuisiniers-là, vous avez accompagné par les scientifiques. Vous avez réfléchi tous ces mondes, tous ces modes de réflexion, tous les arts. Ça devient la cuisine française, ça devient un art. Tout ça, c'est pas dans tout le monde, c'est pas dans tout le pays. Donc ça, c'est la richesse. Ça, c'est la richesse de la cuisine française. Ça, c'est la richesse de la cuisine européenne. Donc tout ça, tout ce que je fais
tout ce que j'ai découvert depuis un mois, tout ce que j'ai découvert ici, il n'y a que pas plus d'une heure, je suis tellement touchée. Donc du coup, moi, je vais arrêter. Donc du coup, j'ai envie d'approcher à vous, j'ai envie d'approcher ces témoignages-là. Pour moi, mon cœur, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai dit, je peux manger le réunion de veau rosé au restaurant, mais le matin, je ne peux pas avaler la cuisine française sucrée froid. J'ai toujours besoin salé et chaud le matin. Donc du coup, j'ai envie de comprendre vous aussi amène tous ces démarches-là pour réfléchir sur notre propre cuisine chinoise. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas une question, c'est un commentaire. Je pense qu'il y a encore le temps d'une seule dernière question. Oui, non. Là. Oui, non. Oui. Oui, bonjour. Je vais aller très vite, c'est surtout la réponse qui va peut-être être plus longue. Laura Hart, je suis communicante et je suis auteure de livres du bien manger pour les parents et les enfants. Pour essayer quand même un petit peu de trouver un dénominateur commun à cette cuisine quand même transversale européenne assez large, comme vous l'avez évoqué, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, au-delà d'un groupe très large comme le blé ou la farine, mais un aliment ou une technique ou un plat? Par exemple? C'est à vous que je pose la question. Je sais. Oui, mais si c'est un produit, est-ce que ça peut être, je ne sais pas, le groupe des légumes? Si c'est une technique, est-ce que ça peut être la sauce, l'art de faire la sauce? C'est le fromage. D'accord. Et une préparation, je ne sais pas, vous voudrez un sandwich, par exemple? La mayonnaise. Ouais, mayonnaise, oui. Non, pas plus que ça. Non, c'est tout bon. Merci. Oui, donc il y a le pain, il y a le chocolat, il y a le fromage, il y a le vin, il y a la façon de faire, de cuisiner, il y a le temps qu'on prend, pas uniquement pour cuisiner, mais pour manger, la convivialité. Bon, ça se passe aussi dans d'autres pays, ça c'est sûr et certain. Mais, oui, allez, toute dernière question, monsieur, je vous en prie. Alors, sur la question des denrées, il y a quand même, si on recherche une cuisine européenne, il y a la question du petit déjeuner continental. Et le petit déjeuner continental, c'est quand même une sorte de synthèse de ce qu'on mange en Europe du Sud et en Europe du Nord. Et on va retrouver le pain, les viennoiseries, on va retrouver le beurre, on va retrouver le fromage, on va retrouver des charcuteries, etc. Et donc là, je pense qu'il y a une dimension européenne qu'on retrouve dans tous les hôtels internationaux. Et après, j'ai une question simplement, très rapidement. Osier a très bien montré que derrière la cuisine européenne, il y a une notion de valeur à la franca, c'est cette idée d'un modèle, d'un certain modèle de développement politique ou autre. Et ma question est la suivante: à partir de quand on évoque les cuisines européennes, mettons en avant la question du métissage? Ça apparaît quand, cette idée que les cuisines européennes, c'est avant tout une question de métissage? D'un point de vue du discours, c'est quand que réellement apparaît cette information-là? Parce qu'au 19e, quand on évoque la cuisine européenne, en fait, c'est la cuisine occidentale et on n'est pas sur une logique de métissage dans le discours. La question du métissage, elle a commencé avec la route de la soie. Vous savez, au départ, on cuisinait ce qu'on trouvait, mais par la suite, avec les voyages, avec le déplacement, enfin, je ne vous l'apprends pas, mais la grande révolution, ça a été le feu. À partir du moment où on a découvert le feu, tout a changé. Avec les voyages, on emmenait, parce que les voyages duraient très 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 longtemps, donc on partait avec ce qu'on avait sur place et on rapportait d'autres goûts, d'autres saveurs. Et c'est comme ça que le monde, en tout cas de l'alimentation, a commencé. Et ce qui enrichit, c'est pour ça, moi, l'histoire du terroir me dérange un petit peu si on ne donne pas des précisions. Parce que si on prend que la tomate qui vient d'ailleurs, si on prend la tomate française, elle est imbibée d'eau, mais si on prend la sicilienne, elle est gorgée de soleil. Donc c'est juste pour vous dire, donc le métissage a commencé à partir du moment où on a voyagé, la curiosité, s'enfermer uniquement sur ses produits et ses techniques, c'est une mort certaine. La richesse, c'est de s'intéresser, mais prendre le temps d'apprendre et d'apprendre. Le dernier mot, c'est pour vous.
Bien sûr, le métissage existe depuis le début de l'histoire, mais sur ce que j'ai essayé d'expliquer, je pense qu'à partir vers la fin du 19e siècle, on commence à voir des plats de métissage. Par exemple, purée d'aubergine liée avec la sauce béchamel avec du fromage râpé, servi avec de la viande d'agneau, puis très hünkâr beğendi. Ça veut dire en anglais Sultan's Delight, le délice de sultan. Et ce plat est considéré aujourd'hui comme le plat très traditionnel dans la cuisine turque. On offre ce plat pour montrer la cuisine ottomane, mais à vrai dire, c'est un plat de métissage. Donc, à partir de la fin du 19e siècle et aussi au 20e siècle, ça continue. Quand on consulte les livres de cuisine, on voit clairement. Oui. Voilà, il faut conclure ici, oui. Il est 11h, donc la pause café est là, nous attend. Je remercie toute la salle d'être là, de nous écouter. Je remercie surtout les 4 participants de la table ronde. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a répondu aux questions, mais pas à toutes les questions, qu'il y a encore tout un débat à faire qu'on fera cet après-midi, tout à l'heure et demain. Merci à vous.